Bonjour à tous et bienvenue sur Anabolic Chronicles, le podcast où on parle de tout sujet tournant autour du bodybuilding slash fitness. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 5, le dernier de ce mois, et on va parler plus de l'aspect compétition aujourd'hui, et notamment pour les débutants, enfin pas forcément, mais plutôt dirigé vers les débutants, et on va justement discuter des choses à savoir avant de vouloir démarrer une préparation. Et on va dire les conseils que je peux vous donner pour réussir au mieux votre première préparation. Parce que voilà, préparation de bodybuilding, on se lance dans l'inconnu quand on ne connaît pas ça. Et se lancer dans l'inconnu, ça peut parfois faire peur. Et le faire avec les bonnes armes à disposition peut rendre la chose, on va dire, moins difficile. Je ne dirais pas plus facile parce qu'une préparation, ce n'est pas facile. Mais voilà, là, on va voir certaines choses qui peuvent justement être compliquées à gérer ou du moins pourraient venir vous mettre des bâtons dans les roues durant vos préparations. Et moi, je vais essayer de vous donner les clés pour justement que vous puissiez réussir au mieux votre première préparation de bodybuilding. Alors, j'ai noté très peu de choses, comme vous le voyez ici, tout simplement parce que je vais beaucoup parler de mon expérience et de mes ressentis. Donc, j'ai pas besoin de noter grand-chose, j'ai juste noté quelques points pour rien oublier. J'en ai noté 7. Donc, on va voir tout ça, mais tout d'abord, le débrief de la semaine. Alors, le débrief de la semaine va être assez simple parce que, de nouveau, tout s'est bien passé, mis à part sommeil, on va dire, une récupération un peu compliquée due à mon sommeil et sa qualité, pardon. Bah, je pense, comme vous l'avez tous ressenti, les conditions météorologiques ne sont pas très favorables à cela. Beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur. Et moi qui suis très sensible à ça, notamment la nuit, j'ai besoin d'avoir d'extrêmes bonnes conditions la nuit pour avoir un bon sommeil. Mon sommeil est très vite perturbé par beaucoup de raisons, que ce soit la chaleur, le bruit, la lumière. Et là, en l'occurrence, la chaleur et l'humidité n'aident pas. Et on ressent tout de suite lorsque la qualité du sommeil baisse, notamment à l'entraînement et dans nos journées de manière générale. Et moi, je l'ai ressenti. Alors, à l'entraînement, j'ai progressé. Tout est bien allé de ce côté-là, mais j'ai dû un peu plus donner du mien pour faire en sorte que justement cet aspect entraînement, tout le reste roule. J'étais un peu plus fatigué les journées, un peu plus léthargique. Je supporte très peu la chaleur et comme mon poids de corps est relativement haut, là actuellement je suis à 93,5, 1,5 kg en dessous de mon poids le plus haut. Euh, Forcément, c'est assez compliqué à gérer au niveau de la chaleur, surtout que j'ai pris maintenant plus ou moins 20 kilos post-compétition. Donc depuis 6-7 mois en arrière, j'ai pris 20 kilos. Et quand on devient plus lourd, ça devient plus compliqué à gérer ces montées de température. Donc, mais forcément, je transpire beaucoup plus. Toute la journée, je transpire sans cesse. Du coup, c'est très important quand on a des périodes de forte chaleur comme ça, on a tendance à plus transpirer, d'augmenter légèrement sa consommation d'eau et sa consommation de sel, puisque forcément quand on transpire, on perd pas que de l'eau, mais également des minéraux. Donc comment compenser cette perte? En buvant plus, en augmentant légèrement sa consommation de sel. Et aussi indirectement de magnésium, mais ça j'en prends à l'année, donc pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ma consommation de sel a légèrement augmenté, puis actuellement là, je suis plus ou moins à 10-12 grammes de sel euh, pour plus ou moins 7 à 8 litres d'eau dans ces périodes de chaleur. Alors, je ne vous conseille pas de boire 7 à 8 litres d'eau, forcément, mais faites en sorte d'être bien hydraté. Justement, pourquoi pas, si vous avez tendance à plus transpirer durant ces périodes, augmentez légèrement votre consommation d'eau et d'électrolytes, donc de sel, mais pas seulement de sel,
comme je vous l'ai dit, il y a aussi d'autres minéraux, autres que le sodium et le potassium. Euh, mais ça comprend les électrolytes de manière générale. Et si vraiment vous avez de la peine à augmenter ça via votre alimentation ou autre, il y a des compléments qui s'appellent électrolytes. D'ailleurs, il y en a qui sont disponibles sur Fitness for Nutrition. Je vais tout de suite aller vous dire. Euh, Attendez, électrolytes. Voilà. De la marque Supplement Needs. Electrolyte Plus, disponible sur Fitness for Nutrition, bien sûr, avec le code LOM10 pour obtenir 10% de réduction. Ça, c'est un ajout, simplement ajouter un scoop le matin avec votre verre d'eau, ou je sais pas ce que vous buvez le matin. Mais là, typiquement, bah, il y a saveur Cola Rush. euh, je n'ai jamais testé puisque moi, j'arrive facilement à compenser ça via l'alimentation. Mais si, voilà, si vous avez de la peine ou même si vous avez l'envie de prendre ça, en plus, c'est pas très cher. Attendez. Pour 210 grammes, c'est 30 € pour 210 grammes. Puis vous en avez pour un petit moment puisque c'est 7 grammes la portion. Donc franchement, ça vaut la peine. C'est un complément qui vaut la peine dans ce genre de période. Donc si jamais, n'hésitez pas. Mais voilà, hormis ça, tout s'est bien passé. J'ai tapé ma meilleure perf au hack squat, 5 plaques par côté sur le hack Atlantis, pardon, pour 6 reps. Je suis vraiment super content. Là, je prends vraiment beaucoup de volume. Je pense, c'est la première fois de ma vie que vraiment de semaine en semaine en période de prise de masse. Bon, alors, à savoir, c'est ma deuxième vraie prise de masse, vraie hors saison de toute ma vie. Si vous voulez savoir pourquoi, j'ai tout expliqué dans le premier épisode du podcast, qui fait partie de l'une de mes plus grandes erreurs depuis mes débuts en musculation. Je vous laisse aller voir écouter le premier podcast en détail si vous voulez des informations à ce sujet. Je ne vais pas y revenir ici, mais voilà, par rapport à l'année passée, là vraiment je vois les progrès sur mon physique de semaine en semaine. Et malgré tout, même si mon poids monte assez facilement, je prends très peu de gras, voire pas du tout. Et même le retour de mon coach, qui a aussi été mon retour que j'ai fait sur moi, on a aussi l'impression que je suis un poil plus sec. Alors plus sec, c'est relatif, mais je suis un peu plus défini, un peu moins flasque par rapport à quand j'étais en période, on va dire, stand-by, récupération par rapport à mes blessures. Forcément, ce qui est logique, hein, je me rentraîne, mes muscles se remplissent en glycogène, je suis forcément plus rond, plus volumineux, donc le muscle est bien plus collé à la peau, et cet aspect volumineux rondeur est plus présent qu'avant. Donc c'est pas que j'ai perdu du gras, vu que je suis en surplus calorique, c'est pas possible de perdre du gras en surplus calorique, mais je parais plus sec, c'est simplement une illusion de par ce fait. Donc très content, là on a prévu encore de pousser le hors-saison durant 12 bonnes semaines minimum, donc jusqu'au mois d'octobre-novembre. Ça fera presque une année complète en période de surplus calorique, pardon. Puisque en sortant des compétitions à fin décembre, j'étais plus ou moins déjà en surplus calorique ici. Donc ça fera 11 bons mois de prise de masse. Et ensuite, on va démarrer une mini-cut pour nettoyer vraiment le plus rapide possible, parce que le but, c'est pas de rester dans cette période de déficit calorique pendant le plus longtemps possible. Ce qu'on veut, nous, c'est faire de la viande. Donc le but, c'est de rentrer en déficit calorique 4-6 semaines, tout donner, tirer 5, 6, 7 kilos, et boum, revenir en surplus calorique parce qu'on a encore de la viande à construire. Donc un gros bloc de prise de masse m'attend encore d'ici 2025. Donc je me réjouis, là ce sera vraiment la plus grosse prise de masse que je vais faire. Et franchement, vu les progrès que je fais actuellement, je pense que je vais sortir un très bon physique. Très bon physique, sans prétention, sans rien. Mais je ne pensais pas être capable de construire du muscle autant facilement, on va dire. Moi qui pensais que alors forcément, j'ai pas la meilleure des génétiques, mais je pensais que j'avais vraiment une génétique exécrable. Mais c'est là qu'on voit que la génétique, c'est une chose, mais si vous vous impliquez à 100% dans ce que vous faites, vous arrivez relativement bien à compenser ce manque de génétique. Donc ne mettez pas chaque fois la faute sur votre génétique.
pour vous trouver une excuse pour pas faire le taf à 100%, pour pas donner le meilleur de vous-même. Du moment où vous donnerez le meilleur de ce que vous pouvez jour après jour, durant une longue période sur le long terme, il y a très peu de chances que vous ne progressiez pas. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses, que vous n'avez pas la génétique, blablabla. Non. Il faut vraiment pousser un sacré bout jusqu'à ce que votre génétique vous dise stop, là, c'est terminé. Vous pouvez aller bien, 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 bien plus loin que ce que vous pensez. Donc, et pour ça, c'est faire les choses à répétition, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, pour sortir le meilleur physique de votre vie. Je sais pas, petite parenthèse par rapport à ça, si vous regardez les bodybuilders open, euh, bien sûr, je parle pas naturel, mais ça c'est pas là n'est pas la question, ça on s'en fout. Si vous regardez les open, l'âge des open qui performent actuellement, hormis Samson Nodam, si vous regardez Adi Chupan ou encore comment si vous regardez Sean Roden, il y a Dexter Jackson par exemple qui a fait son dernier Olympia à plus de 50 ans. C'est des gars qui sont dans le bodybuilding depuis plus de 20 ans. Donc n'espérez pas, arrêtez de croire qu'en 5 ans vous allez être IFBB Pro et performer chez les pros après 5 ans. Et si ce n'est pas le cas après 5 ans, ne pleurez pas que c'est que vous n'avez pas la génétique, c'est simplement parce que vous ne prenez pas assez le temps de faire les choses bien, petit à petit, progressivement, année après année. Ce sport, c'est un marathon. C'est un peu putaclic ce que je dis, mais ce sport, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et tout le monde le dit ça, tout le monde dit ça, c'est pas pour rien. Le but, c'est de progresser sur plusieurs dizaines d'années. Si, bien sûr, votre santé vous le permet, votre génétique vous le permet, euh, le but, c'est de construire du muscle sur des années. Ceux qui sortent des physiques insane en 4-5 ans, je dis pas tous, hein, mais la plupart, c'est souvent des étoiles filantes qui, tout d'un coup, on n'en entend plus parler ou qui arrêtent le bodybuilding pour des raisons de santé parce que voilà, ils ont poussé la machine bien trop vite, bien trop fort. Ils se sont cramés. Mais encore une fois, je dis pas tous, hein. Certains sont encore dans le game. Maintenant, on voit d'ailleurs des FBB, des pros passer, enfin des amateurs passer pro à 19 ans. Là, l'Ukrainien, je n'arrive pas à dire son nom, qui est passé pro à 19 ans en classique. Ou si on prend comme Jack Eagle, sauf erreur, il est passé pro à 20 ans en anglais. Et lui, il a un énorme potentiel. Actuellement, il a 22 ans. Il risque de faire mal chez les pros sa prochaine saison. Parce qu'il est tout simplement incroyable, il a une structure de dingue. Voilà, donc. Bref, parenthèse fermée, mais je ferai volontiers un podcast une fois pour parler plus d'actualité bodybuilding. Mais d'ailleurs, il y a l'Olympia qui arrive bientôt. Pourquoi pas faire un petit récap de l'Olympia, ça peut être sympa. Un podcast, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Si vous aimeriez avoir des invités pour parler de ça, justement, ou si vous aimeriez venir sur ce podcast pour en discuter. Peut-être faire un petit récap de l'Olympia, ça peut être sympa. Mais revenons à nos moutons. Sujet du jour, justement, parlant de compétition. Qu'est-ce que sont les clés que je pourrais vous donner pour que votre première préparation soit une réussite? Alors, je ne suis pas le plus expérimenté loin de là, j'ai fait qu'une compétition, qu'une préparation. Je prépare actuellement ma première compétitrice, ma première athlète pour une compétition. Donc, en termes d'expérience, je suis très amateur. Mais ça n'empêche pas de donner des conseils vis-à-vis de ça. Parce que vous le savez, j'ai vécu une préparation, on va dire, relativement... Enfin, une bonne préparation, mais qui est restée quand même très hard. J'ai dû perdre beaucoup de poids en très peu de temps. Et sur la fin, les choses ne sont pas passées comme prévu. Mais l'avantage, c'est que j'ai pu tirer d'énormes leçons. Par rapport à ça, je ne prends pas ça comme un échec. Bien au contraire, je prends ça comme des leçons, comme des choses à ne plus refaire la prochaine fois. Et la prochaine préparation, qui sera, je pense, plus ou moins 2026, c'est toutes des choses que
j'ai vécu, que j'ai expérimenté, que je sais que je ne devrais pas reproduire et je sais exactement comment ne pas les reproduire. Et c'est justement ce que je veux vous, vous apporter via ce podcast, c'est les choses. Bien sûr, il y a aussi des choses que j'ai bien réussi à faire, des choses que je vais vous les dire ici, mais il y a des choses que j'ai moins bien faites et justement, je vais vous expliquer comment ne pas les reproduire. Alors, tout d'abord, première chose, si vous aimeriez entamer votre première préparation bodybuilding, homme ou femme, peu importe, naturel ou pas naturel, ça on s'en fout, faites-le pour les bonnes raisons. Parce que je dis ça, je pense que c'est un des points les plus importants, c'est pour ça que j'aimerais le dire d'entrée. Faites-le pour les bonnes raisons. Pourquoi? Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est un sport qui s'est relativement bien démocratisé. Ça, je l'avoue, ça a donné à ce sport beaucoup de visibilité, ce qui est une très bonne chose. Mais d'un côté, ça a aussi donné l'impression que ce sport est vraiment ouvert à tout le monde. Alors, c'est pas pour nous mettre sur un piédestal, hein, les bodybuilders, les compétiteurs, mais ce sport n'est pas fait pour tout le monde, clairement. Euh, Là, je parle pas de génétique du tout, mais je parle vraiment de qui sera capable de faire ce qu'il y a à faire, qui aura le mental pour le faire ou non. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas le mental de faire une compétition de bodybuilding que tu es faible, que tu es une merde, peu importe. C'est pas grave si tu n'as pas les capacités mentales de le faire. Il faut pas t'en vouloir pour ça. Dis-toi que déjà, les pratiquants de bodybuilding, compétiteurs ou non, on est un très 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 faible pourcentage sur cette terre. Mais alors, ceux qui font de la compétition, on est encore plus faible. Et il faut pas vraiment croire que parce que tu fais du bodybuilding, que tu dois faire de la compétition. Tu peux très bien faire ça par pure passion, par pur kiff. Je connais beaucoup euh, de gens qui font du bodybuilding, qui ont le lifestyle bodybuilding, donc suivre une diète rigoureuse à l'année, vraiment faire comme s'ils étaient en train de se préparer pour une compétition, mais ils vont jamais se préparer pour une compétition. Il n'y a absolument pas de mal à ça, bien au contraire. Il faut vraiment faire les choses pour les bonnes raisons et ne pas te sentir forcé à faire une compétition parce que ton meilleur ami en a fait une, parce que le gars que tu suis sur Insta en a fait une, euh, simplement pour prouver des choses aux gens, ou alors par besoin de reconnaissance. Parce qu'aussi, ça c'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus, des gens qui veulent faire du bodybuilding simplement pour se montrer, pour dire ah j'ai fait une compétition de bodybuilding, regarde, je suis meilleur que toi. Ça, à mon avis, c'est des gens qui font de la compétition pour les mauvaises raisons. Et c'est ceux qui souvent soit vont arrêter leur préparation en plein milieu, ou soit ils vont faire une compétition et après vont tout arrêter, vont arrêter de s'entraîner, vont arrêter de suivre une diète et sortiront avec un physique 2 fois plus pire qu'avant avoir commencé. Et il faut vraiment le faire pour les bonnes raisons, avoir l'envie, la passion de ce sport. Et ça vient pas en 6 mois de pratique. Parce que ça aussi, souvent, ceux qui veulent vraiment sauter sur une compétition, enfin sur une préparation de bodybuilding, ils ont à peine 6 mois de pratique. Et non seulement ils n'ont pas le niveau pour niveau physique pour avoir une certaine condition, du moins un certain physique à présenter sur scène, mais ils n'ont pas non plus le mental, ils n'ont pas acquéri l'expérience de suivre une diète, de suivre un plan d'entraînement, d'être rigoureux sur leur récupération, sur leur sommeil, sur leur gestion du stress. C'est des gens qui veulent mettre la charrue avant les bœufs et forcément ils se plantent une écharpe dans le pied en faisant ça et puis ils perdent passion pour ce sport et ils arrêtent tout. Et c'est dommage parce qu'au final, s'ils avaient fait les choses les unes après les autres, s'ils avaient d'abord commencé à adhérer à une diète, à un plan d'entraînement, avoir pris quelques kilos, avoir pris du muscle, ensuite avoir fait euh, une diète, avoir fait, on va dire, une sèche, avoir atteint déjà un bon niveau de body fat assez bas pour simplement déjà avoir expérimenté qu'est-ce que c'est de se mettre en déficit calorique, un petit peu plus poussé que la norme. Et ça, c'est des choses qu'il faut mettre petit à petit en place pour déjà acquérir de l'expérience, déjà apprendre à se connaître aussi, pour pouvoir justement
partir, on va dire, dans une préparation de bodybuilding en ayant déjà quelques armes, en ayant fait déjà ces armes. Si je prends typiquement mon exemple, il m'a fallu quand même 7 ans de pratique avant de faire une compétition. Et avant ça, j'ai dû perdre du poids, j'ai dû prendre du muscle, j'ai fait une bonne sèche de 18-20 semaines, ce qu'on appelle une pré-prep, 6 mois avant le début de ma... Non, pardon, pas 6 mois, 10 mois avant le début de ma compétition, pour ensuite déjà partir le premier jour de ma préparation en savant déjà plus ou moins comment gérer telle ou telle chose, à quoi je devais plus ou moins m'attendre. Alors bien sûr, c'était ma première préparation, je ne savais pas trop où j'allais, mais j'avais déjà l'expérience d'une sèche, je savais déjà plus ou moins comment les premières semaines allaient se passer. Et c'est aussi... euh, alors ça, bon, non, je ne vais pas parler de ça maintenant, je viendrai ça sur un autre point. Mais tout ça pour dire que faites les choses pour les bonnes raisons, faites-le par passion, ce sport, parce que si t'as pas la passion, tu vas rien apprécier. Et si tu le fais juste pour le jour de la compétition, dis-toi que tu vas te préparer. Alors surtout là, je vais parler pour les naturels. Tu vas te préparer pendant, allez, 6 mois. Pendant 6 mois, tu vas quand même en chier. Et dis-toi que ton passage sur scène, suivant comment, ce sera 3-4 minutes. Donc t'en chies 6 mois pour 3-4 minutes. Pendant 6 mois, t'as pris aucun plaisir à souffrir, aucun plaisir à suivre ta diète, à t'entraîner. Tout ça pour 3-4 minutes de scène. Jamais tu n'arriveras au bout si tu n'as pas la passion du processus. Il faut apprécier le processus, apprécier le chemin avant la destination. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai oublié de dire tout début quand j'ai énuméré ce point et que je voulais dire de base, mais je suis parti dans un autre délire. Mais voilà, ça c'est le point principal, vraiment faites-le pour les bonnes raisons, par passion, et faites les choses les unes après les autres pour justement commencer à apprécier ce processus euh, et acquérir de l'expérience dans tout ce qui est adhésion, plan, entraînement, diète, récupération, sommeil, etc. Pour vraiment réussir votre première préparation et aller au bout surtout. Euh, et ça fait partie aussi de le faire pour les bonnes raisons. Ne vous mettez pas la barre trop haute d'entrée. Bien sûr, il y en a qui peuvent se le permettre. Il y a toujours des perles qui sortent, qui arrivent. Premier show, first call out, gagner sa classe, overall, carte pro. Bien sûr, il y en a pas mal, forcément, mais ça, c'est vraiment des perles assez rares quand même. Désolé, j'ai vite dû faire un arrêt toilette. Donc je disais, il y a toujours des perles, mais ne pensez pas forcément faire la même chose. Déjà, je pense que se fixer comme objectif pour sa première préparation d'aller au bout et de monter sur scène, c'est déjà une très bonne chose avant de se dire oh, je vais faire une première place, je vais gagner ma classe. Ah, vas-y, roto carte pro, première préparation. Ça, c'est se mettre la barre beaucoup trop haut et ensuite être déçu, voire dégoûté du résultat final et arrêter. Parce qu'on s'est mis la barre trop haut. Et puis forcément, quand on se prend une gifle, quand les attentes sont supérieures au résultat, ça fait mal. Donc, vraiment comme objectif, fixez-vous. Je vais aller au bout de la préparation, je vais monter sur scène. Et en faisant ça, c'est déjà une énorme victoire et une énorme satisfaction. Je vous jure. Vraiment, même si vous savez que vous aurez potentiellement le niveau pour faire un résultat, c'est toujours mieux que le résultat soit au-dessus des attentes que les attentes au-dessus du résultat. C'est toujours mieux, c'est toujours plus gratifiant, plus satisfaisant de cette sorte. La sorte. Donc, voilà pour le premier point. Donc, faites les choses pour les bonnes raisons. Enjoy the process et embrace the suck. Aimer souffrir. Accepter de souffrir et aimer ça. Ensuite, deuxième point, faites en sorte d'avoir l'environnement le plus sain possible. Donc, que ce soit l'entourage,
euh, donc la famille proche, les amis, vos collègues, vraiment les personnes avec qui vous vivez constamment, presque tous les jours, faites en sorte qu'ils soient le plus sain possible. Parce que l'environnement, ça joue un grand rôle. On sait que le bodybuilding, ça a pas mal de stéréotypes, et qui plus est, sont négatifs. Et si vous avez constamment des gens autour de vous qui vous répètent des choses négatives, ou qui critiquent ce sport, ou bien qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues à ce niveau-là, et ben mentalement, je peux vous garantir que c'est l'une des pires choses qui peut vous arriver. Je sais que voilà, on peut pas forcément choisir sa famille, il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Encore une fois, on peut pas contrôler l'incontrôlable, mais il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place, comme par exemple, justement, on peut éviter les personnes qui ont tendance à vous apporter du négatif, les laisser de côté durant votre préparation, essayer de les fréquenter le moins possible, même si je sais que c'est pas toujours facile possible, voire même essayer de s'en éloigner définitivement. Parce que le négatif amène le négatif. Je sais que c'est un peu drastique, il faut pas non plus mettre sa vie complètement de côté pour du bodybuilding, mais il faut bien se dire une chose, c'est que les gens qui vous apportent du négatif pour du bodybuilding, ils vous apportent du négatif pour votre vie en général. Et ça ne va pas vous pousser vers le haut, ça va au contraire vous pousser vers le bas. Donc je ne pense pas que même dans votre vie, que ce soit votre vie professionnelle, relationnelle, etc., vous ayez envie que quelqu'un vous pousse vers le bas. Donc voilà, c'est aussi peut-être l'occasion des fois d'un peu de nettoyer son entourage et de choisir les bonnes personnes pour ça. Et aussi, quand vous vous préparez, il y a aussi des sacrifices sociaux à faire. Vous n'aurez pas toujours l'énergie pour... si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de sortir le soir, boire un deux verres, ou alors simplement sortir avec ses amis, voir du monde, bah, dites-vous bien que ça, c'est des choses aussi à sacrifier en préparation. Il vous faudra privilégier votre sommeil, votre récupération. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir du tout, s'enfermer dans son appartement, dans sa chambre, et être tout le temps matrixé par la préparation. Il faut aussi savoir sortir, prendre l'air, voir autre chose, se vider un peu l'esprit, mais vous ne pourrez pas avoir la même vie que vous avez en off. Ça, il faut bien être conscient. Vous n'aurez pas l'énergie, il y a un moment donné où dans votre préparation, où vous aurez à peine l'énergie de pouvoir, enfin suivant comment, hein, vous aurez à peine l'énergie de pouvoir vous lever, aller marcher, faire votre cardio, vos entraînements et tout, donc n'imaginez même pas pouvoir sortir comme avant. Et ça, c'est aussi des choses à mettre au clair avec votre entourage. Discuter, communiquer et dire que voilà, maintenant, dans une certaine période, vous allez peut-être moins voir votre famille, vos amis, pour telle et telle raison, mais bien leur dire que c'est temporaire, qu'il faut vous concentrer sur vous devez vous concentrer sur vos objectifs, que voilà, vous demandez pas forcément de l'accepter, mais simplement de comprendre. Et simplement le fait que les gens comprennent, enfin simplement que vous leur dites et qu'ils comprennent, c'est déjà à moitié accepté, même si forcément ils sont pas pour. Parce que vos parents ne sont pas forcément pour faire ce genre de choses, du fait des stéréotypes négatifs que j'ai dit juste avant, par rapport aux produits, blablabla, tout ce qu'on entend négatif autour du bodybuilding. Mais simplement le fait de dire les choses, de communiquer, c'est déjà un énorme pas et ça enlève beaucoup de tension, beaucoup de négatifs, mine de rien, dans votre environnement. Euh, Parce que voilà, s'énerver, s'engueuler avec telle ou telle personne, ça, c'est un énorme stress et on sait à quel point pardon, c'est négatif pour tout ce qui est perte de gras. Enfin, pour tout finalement, on sait à quel point le stress c'est négatif. Donc, essayez de faire en sorte que vous ayez l'entourage le plus sain possible. Et dans l'entourage, je ne l'ai pas mentionné, mais il faut aussi mentionner choisir le bon coach. Et comment choisir le bon coach? Ça, je pourrais en faire un podcast, mais brièvement, simplement quelqu'un qui vous inspire, avec qui vous partagez les mêmes valeurs et qui vous appréciez sa manière de fonctionner. Et ça, comment on le sait? Simplement en discutant avec, prenant un call, chose que, par exemple, vous pouvez faire avec moi. Ceux qui aimeraient être coachés ou préparés par moi,
vous avez la possibilité de réserver un call durant lequel on peut discuter. Je peux vous expliquer, vous montrer ma manière de travailler, quelles sont mes valeurs, où est mon background en termes de formation, pour vous situer un peu par rapport à mes connaissances. On peut discuter le plus possible, simplement pour échanger, et puis voir si ma manière de fonctionner vous plaît, mon mindset vous plaît, etc. Et ça, c'est chez la plupart des coachs possibles, donc faites-le, profitez-en, surtout que c'est gratuit. Et ça joue vraiment un grand rôle, simplement déjà pour qu'il ait les connaissances, pour qu'il vous amène, pour qu'il vous permette d'amener votre meilleur physique sur scène. Parce qu'un coach, ça vous donne des clés, mais ça ne fait pas le travail à votre place. Mais aussi un coach qui a cette capacité de bien communiquer. Et je ne dis pas qu'un coach, c'est un psychologue, mais au contraire. Mais un coach qui est capable de garder toujours l'athlète sur les rails, que ce soit, peu importe la manière, qui vous permette de rester discipliné, motivé, qui puisse en fait vous amener à votre meilleur package, non seulement via la mise en place du plan, mais aussi par la communication. Et ça, c'est super important. Donc, vraiment, choisissez bien votre coach. Et déjà, en amont, avant de vous lancer en préparation, faites déjà quelques mois avec votre coach. C'est pour ça que, par exemple, moi, si je prends un athlète, je ne vais pas me lancer directement en préparation avec lui. Je vais d'abord construire un certain niveau de confiance, une certaine relation, bâtir un peu déjà du muscle, s'il faut, faire déjà une première phase de sèche pour récolter des données, mais vraiment construire une certaine confiance, une certaine relation durant quelques mois avant de vous lancer dans une préparation. Et ça aidera beaucoup, je vous le promets. Typiquement, moi, j'ai été 1 an et demi avec mon coach avant de commencer une préparation. Et ça a grandement aidé en termes de relations, de communication, etc. Ça a installé vraiment un bon climat de confiance qui nous a permis de bien communiquer et faire les bonnes décisions quand il fallait, du moins au début. Donc voilà pour ça. Et troisième aussi, je viens d'en parler vaguement, mais un hors-saison de qualité rime avec préparation de qualité. Pourquoi? Simplement, on ne peut pas démarrer une préparation, enfin, dans le meilleur des mondes, hein, mais on ne peut pas démarrer une préparation comme ça, en n'ayant pas augmenté son métabolisme, enfin, en n'ayant pas, on va dire, haussé son métabolisme, en n'ayant pas déjà fait un gros travail en amont d'augmentation calorique, euh, on va dire, enfin, se lancer dans une préparation random comme ça, sans avoir rien construit derrière. Le plus vous aurez travaillé votre métabolisme en hors saison, le plus vous aurez poussé vos calories en gardant une bonne condition, plus votre prep sera facile parce que vous n'aurez pas à vous mettre dans le dur complet, avoir des heures de cardio par jour, une diète à moins de 1000 calories pour les femmes par exemple. Bon, c'est des choses qui sont communes, mais mieux vous travaillerez votre hors saison, plus la prep se déroulera, on va dire, d'une manière plus facile. Euh, Après, ça n'empêche pas justement qu'il faut des fois savoir se mettre vraiment dans le rouge pour avoir la condition voulue. Mais ça a été remarqué. Enfin, si vous regardez chez tous les bons préparateurs, tous leurs athlètes démarrent leur préparation en bonne condition, en ayant fait une sèche en amont il y a quelques mois, voire quelques semaines, pour récolter des données, pour ramener le physique à une bonne condition, avant de remonter un maximum les calories, sans forcément trop toucher la condition, pour justement démarrer la préparation avec un total calorique très élevé, avec déjà un petit peu de cardio, et une condition vraiment top. Et à ce moment-là, si vous avez ça et que vous planifiez votre préparation avec suffisamment de temps, je peux vous garantir que la prep, elle va glisser toute seule. Donc vraiment, travaillez bien votre hors-saison, prenez le temps de rester en surplus calorique à un certain moment euh, pour vous assurer que votre prep se passe vraiment très très bien.
Si je suis désolé, je sais que je parle beaucoup de moi, mais malheureusement, je n'ai pas d'expérience avec les clients, donc j'ai beaucoup d'expérience personnelle, c'est pour ça que je parle un peu beaucoup de moi, mais typiquement, j'ai fait une grosse sèche de 18 à 20 semaines où j'ai quand même bien tiré en termes de body fat. Bon, j'étais très maigre, hein, j'avais pas beaucoup de muscles. Mais justement, ensuite, après, j'ai fait une grosse période de hors-saison avant de démarrer la prep. Mais le seul bémol, c'est que j'aurais dû planifier 5 6 semaines en plus dans ma préparation. Mais voilà, ça a été écourté simplement parce que ça s'est décidé un peu à la dernière minute. Mais idéalement, dans ce cas-là, les choses ont bien été faites au début, mais j'ai démarré la préparation un poil trop gras et la timeline était un poil trop courte. Il aurait fallu que je démarre un mois et demi, 2 mois avant pour justement prendre le temps de bien perdre du poids tranquillement, sans devoir rush sur la fin avec 30 minutes d'escalier par jour, une diète à 1400 calories, jour après jour, à 80 grammes de glucides. Sur la toute fin de préparation, ça c'est vraiment la pire des choses à faire. Donc travaillez bien votre hors-saison, augmentez constamment les calories en gardant une bonne condition quand même. Alors, bien sûr, je parle pas de rester sec veineux, mais évitez vraiment de devenir trop fluffy. Euh, Quitte à faire une mini cut juste avant la préparation, 3 4 semaines de maintenance et ensuite démarrer la préparation. Euh, mais ça, encore une fois, c'est à voir avec votre coach. Et justement, d'où l'importance. On va directement enchaîner sur le quatrième point. Bien planifier sa première saison de compétition, bien, du moins sa première compétition. Bien prendre le temps. Donc, une préparation naturelle, c'est pas choquant de voir une préparation naturelle sur 30 à 36 semaines. Vraiment pas choquant. Sachant que vous ne serez pas tout le temps en déficit calorique, il y aura des diet breaks entre deux, il y aura des week-ends de recharge, des tests de peak week sur la fin. Vous ne serez pas constamment en déficit calorique, il y a des moyens de faire des diet breaks, mais le plus de temps vous prendrez, le plus facile ce sera de perdre du poids, notamment sur la fin. Et justement, ça vous permet de faire des diet breaks, dans des retours à maintenance, des petites semaines de pause dans le déficit, pour recharger les batteries, remanger un peu plus, et reprendre la perte de poids, et y aller au fur et à mesure. Et justement, le plus de temps vous prendrez, le plus de chances vous aurez de retenir du muscle en sèche. Justement, en étant naturel, vous n'avez pas cet apport exogène euh, d'hormones qui vous permet justement de retenir du muscle. Et forcément, quand vous êtes en diète, surtout sur la toute fin, si vous faites des prises de sang, de votre par exemple, si vous prenez votre testostérone sur la toute fin de préparation de votre préparation, eh ben, je promets que ce ne sera pas très haut si vous êtes naturel. Donc justement, pour vraiment pouvoir maintenir un maximum de muscles, prenez bien le temps et y aller progressivement. Moi, ce que je conseille de faire en principe, c'est sur la première partie, y aller de manière assez agressive en termes de physique. Vous êtes bien assez gras, vous n'avez pas de risque de perdre du muscle à ce niveau-là. Poussez votre perte de poids à 1% de poids de corps par semaine, c'est pas choquant, c'est faisable. Plus ou moins 1%, faire un déficit assez agressif, mettre le plus possible de cardio ou de pas durant cette période parce que vous avez de l'énergie, vous n'êtes pas encore fatigué, vous pouvez bien vous dépenser sans que ça impacte votre récupération. Déjà bien baisser les calories. Sur cette première partie, je dirais par exemple les 12 14 premières semaines. Ensuite, pourquoi pas faire un diet break d'une semaine. Et ensuite, sur la deuxième phase, là, vous serez plus sec, bien plus sec. Vous commencerez à être fatigué, votre récupération commencera à diminuer. Pourquoi pas là réduire assez intensément tout ce qui est cardio, tout ce qui impacte votre récupération et rendre justement cette perte de gras moins agressive, avoir un déficit un peu plus modéré, parce qu'on sait que plus vous êtes sec, plus vous serez, on va dire, exposé à une perte de muscle en cas de déficit trop agressif. Donc justement, venir ralentir. Et puisque vous êtes plus fatigué, vous avez déjà des semaines de déficit dans les pattes, ce sera aussi plus simple à supporter le déficit s'il est moins agressif. Et s'il y a moins de dépenses aussi. Donc après, ça n'empêche pas justement de faire ce qu'il y a à faire, mais moi, je diviserais de cette manière. Du moins, c'est ce qu'on a prévu en tout cas avec Emma qui se prépare pour la fin d'année en bikini. Je dévoilerai pas les dates ici. Mais là, on est en déficit assez agressif.
puisqu'en termes de body fat, elle peut se le permettre. Maintenant, elle va sur le tapis pour faire les pas, on va augmenter ses pas à 100 000 pas par semaine bientôt. Elle a 6 fois 20 minutes de cardio par semaine, une diète assez basse. Justement, là, on va venir chercher une perte de poids assez conséquente, jusqu'à plus ou moins mi-août, où là, si le temps nous le permet, on va faire un diet break d'une semaine, un retour à la maintenance, pour ensuite repartir après sur un déficit un peu plus modéré, avec beaucoup moins de cardio. Pourquoi pas même le supprimer le cardio, juste garder un quota de pas, à savoir que les pas sont beaucoup moins impactants en termes de récupération que le cardio type vélo qui est juste à côté de moi, et pouvoir jouer avec des jours un peu plus hauts en glucides pour maintenir les performances à l'entraînement jusqu'à son premier Pro Qualifier qui se trouvera en fin d'année. Tout ce que je dis pour l'instant à ce niveau-là, mais voilà comment on a planifié sa préparation, et justement, on l'a planifié. Euh, Tout est sur son fichier Excel, elle sait exactement où elle va, on a bien pris le temps de mettre ça en place, on a bien discuté à ce niveau-là, choisir les dates, etc., qui restent provisoires, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir des choses pas voulues, je trouve plus le mot. Mais voilà à peu près ce que je voulais dire pour le point numéro 4. Et ça va aussi avec ce que j'ai dit déjà avant, mais il y a une bonne base de départ. Commencer trop gras, comme moi je l'ai fait, ça va vous demander euh, beaucoup plus de temps que vous ne pensiez. Et commencer avec une base plus saine, justement, ça vous permet d'être moins agressif avec les déficits et garantir un maximum de rétention musculaire. Parce que, à savoir qu'en préparation, l'objectif principal, c'est retenir tout le muscle acquis durant votre hors-saison, de ne pas le perdre. Et comment justement savoir qu'on retient du muscle en traquant ses performances à l'entraînement. Forcément, si vous traquez vos performances à l'entraînement, vous allez voir si vous progressez ou non à l'entraînement. C'est pas choquant, c'est même normal de voir tout le temps en début de préparation ses performances augmenter, voire quitte à prendre un tout petit peu de muscle sur le début de préparation, puisque voilà, vous avez un body fat adéquat pour prendre encore un petit peu de muscle en déficit. Mais il y a un moment donné où vous allez voir les perfs qui vont un tout petit peu baisser sur la fin de préparation, et c'est normal. C'est inévitable quand vous avez une dépense élevée, total calorique faible, vous ne pourrez pas continuer à performer, mais le but à ce moment-là, ce sera de les retenir un maximum, le plus longtemps possible, et un maximum, si vous perdez une rep de temps en temps, c'est pas grave. Mais si vous commencez à voir que vous perdez beaucoup de répétitions, ou que vous devez baisser beaucoup la charge pour garder le même nombre de reps, sur plusieurs semaines d'affilée, c'est que là, il y a quelque chose qui joue pas, c'est que votre déficit est trop agressif, que vous êtes en train de perdre du muscle. Et c'est vraiment dommage d'avoir passé une année, voire 2 ans de hors-saison, et de perdre du muscle en préparation en l'espace de 2 mois. Ça fait vraiment chier. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur la toute fin. J'avais construit un excellent dos. Vraiment, j'avais vraiment, sans prétention, un très très bon dos. Et putain, sur la toute fin, j'ai dû tellement tirer que mes perfs baissaient, mais le problème c'est qu'on n'avait plus le choix parce que on pouvait pas remonter les calories parce qu'on devait perdre du poids. On était trop limité avec le temps. On devait perdre du gras, pardon, pas du poids, du gras. On était trop limité avec le temps et forcément, le muscle était impacté assez fortement. Et j'ai perdu beaucoup de dos. Et ça m'a fait chier. Bon, maintenant j'ai tout récupéré, mais ça fait chier quand même. Et c'est pas ce que je vous souhaite, donc vraiment, ça va justement avec avoir une bonne base de départ quand vous démarrez vos préparations et prendre assez de temps. Assez de temps. Prendre assez de temps. Vous avez besoin de beaucoup plus de temps que vous ne pensiez et prévoyez 4-5 semaines supplémentaires. Puisque justement, il peut y avoir des semaines de refeed, des week-ends de refeed, des semaines de diet break, des imprévus qui peuvent arriver. Et mieux vaut être prêt. Enfin, mieux vaut. Il faut être prêt au moins 2 semaines à l'avance pour justement déjà faire des tests de peak week un peu, et simplement être sûr d'arriver prêt le jour J en étant prêt 2 semaines avant. Vous ne pourrez pas vous louper.
Donc ça, c'est les conseils que je peux vous donner par rapport à ça. Mais ça, en principe, à moins que vous vous prépariez seul, ça, c'est à votre coach de gérer. Mais vraiment, une préparation naturelle, 30 semaines, c'est pas choquant. C'est vraiment pas choquant. Entre 35 et 25 semaines, en principe, c'est plus ou moins ce qui est prévu. Après, ça sert à rien de commencer non plus votre préparation un an en avance. Ça sert strictement à puis d'être près de 2 mois à l'avance, ça sert à rien. Maintenir une condition de scène 2 mois, c'est pas facile, hein, c'est compliqué, donc ça va plus vous fatiguer qu'autre chose. Donc, prévoyez suffisamment de temps et être prêt 2 semaines à l'avance, c'est l'idéal. C'est vraiment le meilleur des mondes. Après, voilà, ça c'est l'idéal sous le papier, mais on sait qu'en théorie, ça peut se passer autrement. Et des fois, il faut savoir improviser, puis faire avec ce qu'on a, tout simplement. Donc, je crois que j'ai beaucoup dit. Là, il y a des points que j'avais notés encore, mais que j'ai déjà parlé. Typiquement, j'ai noté enjoy the process, mais je l'ai déjà dit dans le premier point. Là, on avait quatre bons points. Et tac, tac, tac. Et ce que je vais dire aussi comme cinquième point, quatrième ou cinquième, quatrième point, je dirais. Du moins le dernier, je sais plus, je regarderai après je réécouterai le podcast, on verra. Mais le quatrième point, c'est ne fais pas, enfin, gère le post-compétition au mieux que tu peux. Pourquoi pas faire un podcast aussi à ce sujet plus en détail, mais déjà première chose, après ta compétition, ne quitte pas ton coach, ou du moins ne te lance pas dans un post-compétition non accompagné. Si tu veux changer de coach, tu changes de coach si la préparation ne s'est pas bien passée, mais reprends un coach directement après. Euh, et un bon coach, ne saute pas sur le premier qui vient, réfléchis déjà un peu avant, mais vraiment le but c'est de gérer son post-compétition accompagné. Parce que le post-compétition, notamment le premier post-compétition de ta vie, il va pas être facile. Je vais pas te mentir, il va pas être facile. Euh, Parce que forcément, tu n'as plus cet objectif de compétition, tu n'as plus de date butoir qui est en jeu. Et je te jure que tenir la diète en post-compétition est bien plus compliqué qu'en prep. La faim est 2 fois plus forte. Du fait que tu remontes les calories, la faim est 2 fois plus forte. Le potentiel de craquer est 2 fois plus fort parce que tu n'as plus d'objectif de compétition. Donc, tu pourrais te dire que tu n'en as rien à foutre, mais alors, c'est pas le cas. Mais vraiment, le post-compétition est aussi te dire que avoir des pétages de plomb, c'est pas normal, mais c'est pas choquant que ça arrive sur ton premier post-compétition. Euh, des, des, hum, des pétages de plomb sur la bouffe, tu risques d'en avoir. Alors le but, c'est de pas en avoir, mais si ça arrive, ça arrive. Typiquement, moi j'ai été assez chanceux quand j'entends. Alors je critique pas du tout, hein, mais quand j'entends certaines personnes qui ont vécu des post-compétitions un peu plus compliquées, qui ont eu les compétitions en même temps que moi, ils ont vécu des post-compétitions bien plus compliquées que moi. Moi, j'ai été assez, on va dire, du point de vue bouffe, hein, du point de vue pétage de plomb alimentaire, j'ai été assez chanceux, dans le sens où j'ai vraiment 3 gros pétages de plomb. Mais quand je dis pétage de plomb, c'est genre, tu manges, c'est impossible de s'arrêter. Impossible. T'as beau le vouloir, t'as beau prendre ta main comme ça, la retirer, elle va replonger dedans, tu vas continuer. C'est impossible. Même actuellement, j'ai plus d'envie de crise de bouffe. Mais même actuellement, je pourrais pas l'expliquer. Je pourrais pas expliquer le sentiment que j'avais à ce moment-là, comment je me sentais, tellement c'était hardcore. Vraiment, je me rappelle, en plus, c'était juste avant Noël, donc euh, j'avais demandé justement à ma copine qu'elle cache tous les chocolats dans un sac. Euh, et ben, le sac, je l'ai trouvé. Mais il a pas fait long. Le sac a pas fait long. Je me rappelle un matin, je m'étais réveillé. Je voulais aller chercher un peu de chocolat pour mettre sur ma galette d'avoine. Et bah, c'est tout le sac de chocolat qui est passé, hein. Je suis resté, je crois, 20 minutes devant le sac, assis à manger tout ce qu'il y avait dans le sac. Tous les chocolats. Tous les chocolats. Je me rappelle même plus, mais
Je pense que j'ai dû manger l'équivalent de 3000 calories en chocolat le matin. Bon, autant vous dire qu'après la journée, enfin, j'ai plus rien, j'ai dû aller travailler, bien sûr, mais je n'ai plus rien mangé. Impossible, j'avais un ventre, c'était la guerre mondiale. Je me rappelle le bruit qu'il faisait encore, j'étais couché sur le canapé, il faisait un bruit pas possible. Vraiment, c'était horrible. Donc, bref, tout ça pour dire que ça risque d'arriver, et si ça arrive, ne culpabilisez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, passez à autre chose. Euh, mais ce qui est important, c'est de direct après la compétition. Boum, moi ce que je vous conseille, si vous n'avez pas de problème, on va dire, problème vis-à-vis de la reprise du poids, de revenir un peu plus soft, etc. Si vous n'avez pas de soucis à ce niveau-là, remontez à maintenance directement. Revenez à la maintenance calorique au minimum et vraiment, écoutez-vous, faites en sorte que votre coach vous remonte les calories le plus possible pour le plus rapidement possible dissiper ces envies de bouffe. Moi, typiquement, c'est ce qu'avec Christian, on a fait. Enfin, c'est ce qu'il a fait. Simplement, l'objectif principal en post-compétition, c'est de dissiper ces signaux de faim. Et ce qu'il a fait, c'est que semaine après semaine, j'avais faim, j'avais faim, j'avais faim. Il disait, ok, on monte les calories, on monte les calories, on monte les calories. Semaine après semaine, durant 4-5 semaines, on a tout le temps monté les calories. Et tout d'un coup, boum, les signaux ont disparu après 5 semaines. Mieux vaut avoir une diète plus haute en glucides, plus haute en calories, et prendre du gras un petit peu plus rapidement, mais suivre sa diète, plutôt que de rester bas en calories, mais d'avoir des pétages de plomb tous les jours. Au niveau de la santé, que ce soit mentale, ou alors hormonale, ou alors physiologique, c'est bien plus intéressant de procéder de cette manière. Justement, comme je dis, quitte à prendre du gras un petit peu plus vite, plutôt que de faire de la merde, de voir des pétages de plomb sur de la bouffe tous les jours. Flinguer votre digestif, flinguer votre, je sais pas, par exemple, votre profil lipidique, peu importe. Flinguer votre corps à bouffer de la merde tous les jours, à en vomir, et aussi de la santé mentale. Éviter de créer à terme des troubles du comportement alimentaire. Enfin, justement, comme je dis, le but c'est de dissiper ces signaux de faim et de retrouver une certaine santé physique, physiologique et mentale. Donc vraiment, essayez de gérer au mieux votre post-compétition avec votre coach et je peux vous promettre que ça sera bénéfique. Et surtout, hormis le physique, ça, à la limite, c'est pas grave, mais c'est surtout l'aspect mental qui est important à gérer. Justement, du fait de cette perte d'objectif, tout de suite vous fixer un objectif derrière, comme par exemple, je sais pas, repartir en hors saison, se dire, bah voilà, par exemple, 2 ans après, j'ai remonté sur scène, maintenant on a ça à bosser, on a prendre du muscle ici, définir les axes de travail, définir des timelines, jusqu'à quand on va pousser, combien on va prendre de poids en moyenne environ par semaine, quand c'est plus ou moins un mini-cut, ça vous permet de vous fixer des objectifs et de rester dans le chemin. Et ça, c'est super important mentalement pour pas justement tomber dans le oh puis de toute façon je m'en fous, j'ai plus d'objectif, je fais rien et de voir son physique dégrader et ça mentalement, je vous promets que c'est très compliqué. Si vous voyez votre physique vraiment tomber en miettes du jour au lendemain après la compétition. Donc voilà, après encore une fois, il y a différentes manières de gérer un post-show, mais ça vraiment là je vous donne les de par mon expérience et de ce que j'ai appris, de ce que j'ai expérimenté. C'est la manière, pour l'instant, la meilleure manière que moi je vois de gérer un post-show. Mais encore une fois, après à vous de tester, chacun sa manière de faire. Il y a sûrement des meilleures manières que celle-ci, mais ça c'est pour l'instant celle que j'ai trouvé le mieux à faire de ce point de vue-là. Ne pas avoir peur de monter les calories, votre poids de corps va monter, vous allez devenir plus soft, vous aurez les abdos qui vont disparaître, les quads qui vont être moins définis, tout va être moins défini et c'est normal. Ça va être dur à l'accepter, mais il faut vous dire que c'est normal et la condition de scène n'est pas une condition, la condition de compétition n'est pas une condition, c'est pas quelque chose de sain. Ce n'est pas sain. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se dire à l'esprit, c'est que oui, bien sûr, ça rend bien sur les réseaux, en photo,
trouver stylé, d'être déchiré, mais c'est pas sain. C'est pas, le bodybuilding, naturel ou pas, ce n'est pas sain à long terme. Donc le but justement, c'est de sortir de cette phase qui n'est pas saine pour revenir à une phase plus saine. Une phase plus saine, c'est quoi? Bah forcément avoir plus de gras, euh, plus soft, ces signaux de faim qui disparaissent, toutes ces adaptations par rapport à votre condition qui doivent disparaître pour revenir à une certaine, comment on dit, une certaine osmose, enfin à une normalité quoi. Donc voilà, compétition, c'est apprendre, le post-compétition pardon, c'est apprendre autant au sérieux que la compétition. Bien mettre ça à l'esprit. Voilà, donc là on est plus ou moins à 55 minutes. Je pense que j'en ai pas mal dit à ce sujet. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est l'aspect compétition, si vous rencontrez des problématiques, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou si vous êtes intéressé à à préparer une compétition. Alors à savoir que je prépare uniquement les gens pour du bodybuilding naturel, je n'ai pas les connaissances en termes de chimie, et justement je ne veux pas d'athlète je n'ai rien contre, hein, mais je ne veux pas préparer d'athlètes qui sont sous chimie parce que je n'ai pas les connaissances. Donc, si vous êtes intéressé par préparer une compétition de bodybuilding naturel, que vous soyez un homme ou une femme, on peut volontiers en discuter via un call, qui, je vous rappelle, est gratuit. Ça ne vous engage en rien, simplement pour qu'on puisse échanger, communiquer de vos objectifs, voir quelle catégorie vous correspondrait le mieux, quelle fédération, etc. Avec volonté que je discute de ça avec vous et pourquoi pas ensuite euh, planifier tout ça pour vous amener à votre meilleur physique sur scène. Et autrement, pour toute autre demande de coaching, moi c'est lifestyle, le lien sera dans la description du podcast ou alors dans ma bio Instagram directement pour me contacter par WhatsApp. Et autrement, si vous avez peu importe quelle question, je vous laisse les commenter ci-dessous ou m'envoyer un message en privé. Et sinon, on se retrouvera pour le prochain podcast, week-end prochain. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine.